La déconstruction, c'est l'impossible. D'abord, donc, je vais présenter Catherine Marabu en japonais au public un peu。じゃあまず最初にカトリーヌ・マラブ先生について日本語で紹介をしたいと思います。で本日は、講演「死の思想をめぐるフランス哲学の新たな展望」ということでカトリーヌ・マラブ先生を、招聘して、講演を、お願いしております。で、マラブ先生はジャック・デリダのところで、博士論文、ヘーゲルの未来というのを書き上げまして、それで、その後は国際哲学コレージュでディレクターを、の役に就いたり、あとは、パリ大乗大学ナンテール校で、長らく教鞭を取られておりました。でその後はイギリスのキングストン大学に移られましてで、イギリスだけではなくてアメリカの、カリフォルニア大学アーバイン校などであるいは、ユーロピアングラデュエイトスクールなどで、今も教えられております。キングストン大学自体はもう2年ぐらい前に退官されたそうです。でマラブ先生は可塑性ですかね、プラスティシテという概念を練り上げた哲学者として知られております。ヘーゲルの哲学から主体の可塑的な性格、つまり、形を自らに与える受け取る、そして3番目のニュアンスとしてはそのあらゆる形を破壊して新たな主体性を獲得するというふうな、この三重の運動からなるプラスティシティという概念を切り口にさまざまに今日まで自分の研究を展開してこられました。ヘーゲル、ハイデガー、フロイト、カント、女性的なもの、そして最近はアナーキズムに関心を持たれておりまして、一番新しい本「革命は起こらなかった」というのはプルードン論、プルードンの所有とは何かに関する論考になっております。日本語でも翻訳がかなりたくさん出ております。マラブ先生なんですけれども初めて来日されたのは、2005年ですかね、2007年、だったかと思います。でその時は、東京と京都で、5回ぐらいの講演をこなしました。で、その後は2021年やはり本学会で招聘予定だったのですが、コロナのためにオンラインでイベントを持ちました。抹消された快楽の日本語訳が出た後にオンラインでそれに関する議論を持ちました。こちらはYouTube 上で全て記録が公開されております。じゃあ、ご紹介するまでもないと思いますがこれがマラブ先生の簡単な略歴です。それでは、じゃあこの後、まずは、講演に移りたいと思います。Voilà, maintenant, je passe la parole Catherine Marabu. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je suis désolée de parler en français. Et je voudrais d'abord remercier la Société française franco-japonaise de philosophie pour l'invitation. Merci beaucoup, je sais que c'est l'anniversaire de la société, donc bon anniversaire. Et remercier aussi l'Association pour la déconstruction. Et enfin Yuji Nishiyama, que je connais depuis très longtemps, qui a été mon étudiant à Nanterre et qui m'a invité. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi beaucoup à mon traducteur. Donc, philosophie française et nouvelles perspectives sur la philosophie de la mort. Les développements récents de la philosophie française s'orientent clairement vers une nouvelle pensée de la mort qui, bien qu'inspirée par Heidegger, prend des chemins différents. Je voudrais ici montrer comment ces chemins mènent vers la prise en compte d'une réalité de la mort qui conduit en particulier vers la crise écologique et la menace qu'elle représente pour les vivants et les non-vivants. Je me demanderai si les concepts heideggeriens d'existence et d'être pour la mort sont encore pertinents aujourd'hui. Je rappellerai d'abord le sens de ces concepts. Je m'attarderai ensuite sur leur traitement dans la pensée de Jean-Luc Nancy. J'en viendrai ensuite à Alain Badiou et au réalisme spéculatif, avant de conclure sur la crise écologique. Donc d'abord Heidegger.
C'est dans le cours de Marburg, professé en 1927 et intitulé « Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie », que Heidegger livre l'une de ses réflexions les plus profondes au sujet de l'existence, de l'histoire et des transformations de son concept. Il rappelle la thèse de l'ontologie médiévale remontant à Aristote, une thèse qui va gouverner toute la tradition métaphysique, selon laquelle l'être s'articule selon le double pli de la quidité, essence, et de la quodité, existence. Il écrit le quid est, essentia, essence, et le quod est, existentia, existence, l'être subsistant, en allemand vorhanden, Vorhandenheit, appartiennent tous les deux à l'être de l'étant. Il constitue l'articulation de l'être dans sa constitution essentielle. Au fil d'un examen patient qui conduit de l'ontologie médiévale à l'ontologie moderne, puis à la redéfinition kantienne de l'ontologie, Heidegger entreprend de montrer comment l'existence se dissocie précisément et progressivement de ce sens traditionnel de quodité qui reste prégnant jusqu'à Kant et cesse par conséquent graduellement d'être la servante de l'essence, et ce jusqu'au point de porter à elle seule tout le poids de la question de l'être, mouvement qui constitue le cœur de être étant. Alors quelques rappels d'abord au sujet de la signification traditionnelle du rapport entre essence et existence, tel qu'exprimé dans la thèse médiévale. Ce rapport constitue, dans l'ontologie médiévale et au-delà, la structure dite de la réalité de l'être. L'être, en effet, est réel. Comme essence, d'abord, la réalité de l'être est d'abord la quiditas, qui désigne le ce qu'une chose est, ce qu'il faut à une table, pour être une table, par exemple. La quiditas est ainsi le concept de la chose. L'essence, ou concept, est réalité en ce sens, realitas, réalité, Wahrheit, en ce sens qu'elle désigne ce qu'une chose doit être pour être la chose qu'elle est. Mais la quidité a encore à être actualisée, en d'autres termes, elle a à exister, à entrer dans l'effectivité, Wirklichkeit, dans la présence. Je cite, « À titre de possibilité, elle doit être actualisée », écrit Heidegger. Plus loin, une chose existe quand elle est en acte, actu, en vertu d'un agere, d'un agir, energei. L'existence, l'existere, au sens le plus large du terme, signifie l'être actué, l'être en effet, Gewirkheit, et corrélativement l'effectivité, Wirklichkeit. La réalité a à s'effectuer, à exister pour être réelle, et être signifie donc à la fois le concept, quiditas, et l'existence, effectivité ou quoditas. Or, Heidegger déclare que le sens de l'existence comme Wirklichkeit, ou être réel, ce sens traditionnel, dit-il, n'est plus celui où nous concevons l'existence comme le mode d'être du Dasein, c'est-à-dire du sujet humain. Cette déclaration est d'autant plus frappante que l'existentia, au sens d'effectivité, se dit en allemand soit Existenz, soit précisément Dasein. Or, Heidegger va affirmer qu'une chose n'a jamais de Dasein. Il n'y a qu'un seul étant qui puisse s'appeler Dasein, qu'un seul étant qui puisse être dit exister, l'être pour la mort. Le Dasein, comme être pour la mort, a, à la différence des choses et de tous les autres étangs, une compréhension de son être, une compréhension du sens de l'être. Ainsi, dit Heidegger, nous réservons le terme de Dasein pour l'étant humain. L'existence n'est en rien l'actualisation d'un possible, puisque si le Dasein accomplit quelque chose, c'est sa propre impossibilité. Je rappelle la célèbre phrase de Être étant, la mort est la pure possibilité de l'impossibilité du Dasein. Ainsi, la mort se dévoile-t-elle comme la possibilité la plus propre
absolu, indépassable. Et indépassable signifie inactualisable, qui ne peut se réaliser. L'existence n'est donc pas réalisation, mais transcendance, sortie de soi, existence, c'est-à-dire finitude, structure d'être d'un étant en vue de la mort, pour la mort, et encore une fois, elle ne donne rien à réaliser. Heidegger va alors opérer une distinction entre deux adjectifs, existential, ou en allemand existential, réservé exclusivement au Dasein, à l'être pour la mort, le seul étant qui a une compréhension de son être et de sa finitude, et existentiel, pour désigner la compréhension traditionnelle, médiévale, de l'existence comprise comme effectivité. L'existence n'est donc pas l'actualisation d'une essence, au contraire de ce qu'affirme la tradition. Il faut rappeler ici la fameuse phrase de Heidegger, « L'essence du Dasein est son existence ». Le Dasein est le seul étant qui meurt en propre, parce qu'il peut dire « ma mort ». Son mode d'être est donc toujours existentiel. Depuis Heidegger, la méditation de la mort a pris, dans la contemporanéité philosophique française, deux chemins à première vue opposés. Le premier opère ce que j'appellerais une aggravation ou une radicalisation de l'approche existentielle de la finitude. Le second, un renouvellement de sa compréhension existentielle qui affirme que tous les étangs, et donc pas seulement le Dasein humain, existent dans la mesure où ils ont tous des degrés d'effectivité. La première compréhension correspond à la pensée de Jean-Luc Nancy, développée notamment dans son livre « La communauté désœuvrée » et « Une pensée finie ». La seconde, à celle d'Alain Badiou, développée notamment dans son livre « Logique des mondes », le second volet de L'être et l'événement. Nous assistons avec Badiou à une sorte de retour à la réalité que l'on doit comprendre en grande partie comme un retour à la réalité de l'être et à l'effectivité de l'existence. Retour qui sera suivi un peu plus tard par la naissance du mouvement intitulé « Réalisme spéculatif » et dont le livre de Quentin Meillassoux, « Après la finitude », est l'un des repères phares. Interprété au fil de la réalité et du réalisme, la mort devient chez Badiou non plus impossibilité, comme chez Heidegger, mais inexistence, degré zéro de l'effectivité. Tout se passe donc comme si, d'un pôle à l'autre, Nancy, Badiou, se rejouaient les deux compréhensions de l'existence, celle de la transcendance, pôle 1, existentiel, et celle plus ancienne, mais renouvelée, de l'effectivité, pôle 2, existentiel, comme si les deux Dasein revenaient sur la scène philosophique. Je reviens au premier pôle, le Jean-Luc Nancy. Dans le mouvement d'une radicalisation de la pensée heideggerienne, Nancy, en dialogue avec Blanchot et Bataille, développe une conception que je dirais extasiée de l'existence, une existence définitivement désarrimée de l'essence. Extasié voudrait dire quelque chose de plus qu'extatique, qui est le terme heideggerien. À l'extatique, Nancy, avec Georges Bataille, ajoute l'extase, c'est-à-dire la vérité mortelle de l'existence, qui tient à la complicité, l'intimité de la mort, de la jouissance érotique et de la question politique de la communauté. Nancy analyse en effet, dans la communauté désœuvrée, ce qu'il nomme la conception de l'extase et de l'existence de la communauté. Contrairement à ce qu'affirme Heidegger au sujet de la mienneté du mourir et au fait que l'être pour la mort est fondamentalement solitaire et impartageable, l'existence individuelle ne trouve son sens pour Nancy que dans le partage des singularités. Il dit « Il n'y a pas d'être singulier sans un autre être singulier ». Dès lors,
la forme d'une extase est celle d'une communauté. Ce qui veut dire qu'on meurt toujours pour l'autre, avec l'autre. Et Bataille, écrit Nancy, fut le seul à frayer la voie d'un tel savoir à partir de son analyse de la communauté des amants et de l'extase érotique. Je cite Nancy, « Les amants exposent par excellence le désœuvrement de la communauté et l'érotisme est une fusion où se mêlent deux êtres à la fin parvenant ensemble au même point de dissolution. Toute la mise en œuvre érotique a pour principe une destruction de la structure de l'être fermé. Tous les Dasein sont mortels et en même temps, cette identité de destin n'est pas une essence. La finitude est une communauté sans communauté, ce que donne à éprouver l'extase comme double structure de fusion et de dissolution. On est avec l'autre et sans lui dans l'union elle-même. Et l'être pour la mort heideggerien, qui semble ne jamais souffrir ni jouir, ne jamais se blesser ni s'extasier, Nancy, Bataille et Blanchot viennent inscrire les blessures, les failles, les sacrifices dans l'économie générale de l'exposition-explosion des corps, de la mort comme épreuve de l'autre. Retour à la réalité, dit Badiou, sans jouer pour les mots. La mort, oui, mais pas la finitude. Ou bien, il faut penser la finitude autrement. Au début de Logique des mondes, Badiou exprime sa consternation au sujet de ce que, dit-il, tous semblent penser aujourd'hui, à savoir, il n'y a que des corps et des langages. Aujourd'hui, poursuit-il, qui ne souscrit dans les faits, dans la pragmatique des désirs, dans l'évidence du commerce, au dogme de la finitude, de notre exposition charnelle à la jouissance, à la souffrance et à la mort. Artiste, chorégraphe, vidéaste, peintre, traque l'évidence des corps, de la vie désirante et machinique des corps, de leur intimité, de leur nudité, de leurs étreintes et de leurs supplices. Telle est l'équation, existence égale individu égale corps. Or, il n'y a pas que des corps et des langages, il y a aussi, dit Badiou, des vérités non finies, infinies. Il faut donc penser l'articulation de la finitude des étangs à la non-mortalité des vérités. Car les vérités existent elles aussi, bien que n'étant pas finies ou mortelles. Il faut donc faire retour à un concept d'existence qui renvoie davantage à l'effectivité qu'à l'être pour la mort. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il faille revenir sans plus à l'ontologie médiévale, ni même à celle plus récente de la doctrine de l'essence de Hegel, mais il est désormais impossible de limiter l'existence à la transcendance du Dasein et à l'extase des corps. Il convient donc de repenser de manière inédite la relation entre être et existence. Comment lier alors vérité, mortalité, existence et réalité? La difficulté principale de la pensée de Badiou consiste dans l'articulation qu'elle propose entre la structure mathématique de l'être et la structure logique de l'existence. La première est principalement exposée dans son livre « L'être et l'événement », la seconde dans « Logique des mondes ». Brièvement, voici l'argument. L'être mathématique est neutre, impassible, similaire à l'essence, à la quiddité mentionnée plus haut. L'existence, au contraire, est apparaître dans un monde, entrer dans l'effectivité, ce qui implique de former des relations multiples avec les autres existants. Et on peut appeler logique une théorie formelle des relations. C'est pourquoi la pensée de l'existence est pour Badiou une logique. Je cite, « Il est assuré que l'identité d'un étant, saisi dans l'effectivité de son apparaître, inclut autre chose que la construction mathématique de son être. Mais quoi? La réponse est une logique, par quoi tout étant se trouve contraint et disposé dès lors qu'il apparaît localement et qu'ainsi son être s'affirme comme être là. Toute existence engage l'être, la vérité dans le monde, et la vérité de l'être devient alors être là, quodité,
effectivité. Être là ne renvoie donc plus seulement au Dasein heideggerien, qui perd son privilège. Tous les étangs existent, selon des degrés de réalité et d'effectivité différents. Ainsi, dit Badiou, l'existence est un degré d'existence situé entre l'inexistence, le zéro, et l'existence absolue, la totalité. Et la mort est inexistence absolue. Heidegger avait pourtant déconstruit l'idée que l'existence se mesure à ces degrés de réalité. Pourquoi Badiou juge-t-il nécessaire d'y revenir? Pour deux raisons. D'une part, parce que exister en tant qu'apparaître dans un monde concerne tout ce qui est. Tous les étangs, encore une fois, sont des Dasein puisqu'ils apparaissent tous dans l'existence. Je cite Badiou, « Autant qu'il est, un étang est situé par un monde où il apparaît dans un monde. » D'autre part, le degré d'existence de chaque étang tient aussi à la quantité de mondes dans lesquels il existe. Certains existants existent dans plus de mondes que d'autres, dans l'air et l'eau à la fois pour certains animaux ou dans plusieurs environnements. L'homme, écrit Badiou, est cet animal qui apparaît dans un très grand nombre de mondes, et l'animal humain est l'étang aux mille logiques. Exister, c'est donc apparaître dans plusieurs mondes à la fois, le travail, la politique, l'amour, le jeu, la danse, comme des jeux de langage. Il y a des mondes dans lesquels on existe plus ou moins fortement, et dans tout monde, il y a ce point d'inexistence absolue, la mort, qui apparaît à l'horizon comme irréalité de la réalité. Ce retour à la réalité permet de contrecarrer ce qui reste d'anthropomorphisme dans la pensée de Heidegger et sa restriction de l'existence au Dasein humain. Il est nécessaire d'élargir considérablement le regard. Comme nous le savons immédiatement, écrit Badiou, tout monde prononce des degrés d'identité et de différence sans qu'il y ait aucune raison recevable de croire que ces degrés, pour autant qu'ils sont intelligibles, dépendent d'un sujet quelconque, voire de l'existence de l'animal humain. Nous savons de sources sûres que tel ou tel monde a précédé l'existence de notre espèce et que, tout comme nos mondes, il statuait sur des identités et des différences et avait la puissance de déployer l'apparaître d'innombrables étangs. C'est ce que Quentin Meillassoux appelle l'argument du fossile, argument matérialiste, irrécusable, pour interrompre le dispositif idéaliste de la conscience et de l'objet. Le monde des dinosaures a existé. Il a déployé l'infinie multiplicité de l'être-là des étangs, des millions d'années avant qu'il puisse être question d'une conscience ou d'un sujet, empirique aussi bien que transcendantal. Nier ce point relève d'une axiomatique idéaliste déchaînée. Il est assuré qu'il n'est nul besoin d'une conscience pour témoigner de ce que les étangs sont tenus d'apparaître, c'est-à-dire de se tenir là, sous la logique d'un monde. On a donc deux horizons de la méditation de la mort. L'un, ouvert sur la finitude, comprise à partir de l'étang exemplaire qu'est le Dasein en tant qu'être pour la mort. La mort y est pensée comme impossibilité ou possibilité ne donnant rien à réaliser. Certes, Nancy va briser le tabou heideggerien de l'impartageable, on l'a vu, mais malgré tout, l'existence ne se partage pas et reste le privilège du Dasein et pas la condition ontologique du dinosaure. L'autre horizon est celui où l'existence se distribue par degrés entre tous les existants et tous les mondes, les êtres humains, les animaux, les plantes ou les fossiles, et où la mort se définit comme inexistence absolue, c'est-à-dire comme 0 degré de réalité auquel tous les existants sont confrontés. Je ne veux pas, dans le troisième et dernier moment de mon exposé, opérer une sorte d'impossible synthèse entre ces deux perspectives. Je pense cependant qu'il est urgent de les penser ensemble, dans leur confrontation même, tout en les dépassant tous les deux. Pour ce faire, je propose pour finir de dégager les implications philosophiques du concept d'extinction. Un concept qui s'impose aujourd'hui selon moi
de façon plus pressante que l'être pour la mort d'une part, la réalité du couple existence-inexistence de l'autre, mais qui les englobe en quelque sorte tous les deux. L'extinction est une réalité, la réalité d'une disparition. En même temps, elle partage avec l'être pour la mort heideggerien l'orientation fondamentale vers le futur. L'extinction est l'être pour la mort de la planète qui dessine la catastrophe de son avenir. Nous avons tous entendu parler, du fait de la crise écologique, de l'extinction des espèces, ou sixième extinction, mais il est clair que l'extinction est une notion qui n'a pas encore reçu un traitement ontologique suffisant. Il est donc de toute première importance de confronter extinction, mort, existence et inexistence et réalité. Et de proposer à partir de là une réflexion nouvelle sur l'existence, puisque l'extinction devient aujourd'hui un mode d'existence, peut-être le mode d'existence de tout ce qui est, des choses, des vivants et des Daseins humains, leur réalité. Il est donc nécessaire d'élargir cette catégorie d'extinction à tout ce qui est, d'en faire même le nouveau nom de l'existence. Car il n'y a plus aujourd'hui d'existence sans menace d'extinction, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de dire que toute existence est mortelle. Il y a différentes sortes d'extinction. Celle d'abord que l'on peut dire naturelle. Un volcan s'éteint lorsqu'il vieillit. Un arbre s'éteint lorsqu'il sacrifie de lui-même certains rameaux au profit d'autres branches. Une espèce vivante peut aussi s'éteindre d'elle-même, sans raison, disparaître quand meurt le dernier rejeton. Mais il y a bien sûr l'extinction violente, l'extinction provoquée, causée par la destruction humaine, la chasse, la déforestation, les incendies, ou plus généralement tous les processus d'anéantissement compris dans la notion d'anthropocène. L'extinction des espèces est dans ce cas, comme le disent certains scientifiques, une grande tuerie, un gigantesque massacre. Et cela ne concerne pas seulement les animaux. Certaines rivières ou certains lacs sont en voie d'extinction à cause de la pollution, des barrages ou de la raréfaction des glaciers. Les montagnes, les forêts sont elles aussi menacées. En voie d'extinction. L'expression est intéressante. Il faudrait la comparer patiemment à celle d'être pour la mort. Le terme voie, issu du latin via, chemin, est fréquemment employé pour désigner un parcours, un choix, une orientation, comprenant un début et un but à atteindre. Ainsi, l'expression en voie de signifie-t-elle en cours de, en train de, sauf que le point d'aboutissement est l'inexistence. Souvent, l'extinction est un processus qui, pour en revenir à Badiou, s'accomplit par degrés, d'où l'expression en voie d'extinction. L'extinction n'en finit pas de finir, l'inexistence à venir est l'avenir. L'extinction concerne aussi le sort des Daseins humains. Ils ne sont pas seulement des êtres pour la mort, mais eux aussi des étangs en voie d'extinction. L'extinction est la réalité de la situation politique d'un grand nombre d'humains. Judith Butler a bien montré que certaines vies valaient plus que d'autres, avaient plus de réalité que d'autres. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que l'existence des Gazaouis et des Palestiniens en leur ensemble tend vers l'inexistence, le 0 degré de réalité, sans parler du Yémen ou de l'Ukraine. Extinction, le mot au départ renvoie au feu. On éteint le feu. Et je voudrais, pour conclure, m'attarder sur l'extinction du feu et réfléchir sur cet étrange choix que nous avons aujourd'hui entre inhumation et incinération. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir disparaître en brûlant, à vouloir finir en cendres. Que dit cette attirance pour l'Holocauste? En grec, holoskostos signifie brûle tout. Cette solidarité avec tout ce qui brûle sur la terre, aussi bien qu'avec les cultures non occidentales du bûcher. Que dit cette décision de brûler
sinon que la réalité de la mort est devenue le feu et l'extinction, non pas du feu, mais par le feu. Jacques Derrida annonce le 22 janvier 2003, à la fin de la 3e séance de la dernière année de son séminaire, La bête et le souverain, qu'il va parler de l'incinération. Mourir par le feu, dit-il, touche au fantasme de mourir vivant, ce qu'est exactement l'extinction écologique. Ce que Derrida nomme mourir vivant n'est pas selon lui n'importe quel fantasme, c'est un fantasme fondamental, le fantasme même. L'extinction représente-t-elle la réalité de ce fantasme? Je conclus ce tour d'horizon des nouvelles perspectives sur la méditation de la mort par une citation de Derrida tirée de sa belle méditation sur la cendre. Ne pas rester auprès de soi, ne pas être à soi, voilà l'essence de la cendre, sa cendre même. Je vous remercie.私20年前からヘーゲルの未来を翻訳して、マルブ先生の哲学の歩みを知っているんですけれども、プラスティシテという概念には3つの概念がありますと。で、これは形を、生み出す、そして与える、そして受け取るというふうな自己贈与と自己贈与の形の運動なんですけれども、次第にマラブ先生は破壊的可塑性、あらゆる形を破壊するというふうな、そういう可塑性の概念も、見出してきます。この破壊的可塑性というのは否定的な概念ではなくて、あらゆる形、形態が破壊されようとも、その後に、全く新しい創造的な主体というのが、現れるんだというふうな、そのようなポジティブな希望というのも、考えられる、発想になっています。私の質問はシンプルで、そのようなあらゆる形態の破壊というふうなこの破壊的可塑性の概念と一番最後の、今あらゆる種が、絶滅に瀕しているというこの絶滅概念には、どのように、関係するのかという質問です。マルボ先生は最後の結論のところで2つの道を示しています。一方では進化論的な絶滅で、ありとあらゆる種族はこの自然史の中では、どんどん絶滅していくというのはこれは自然な進化論的な、流れ方もあります。人間によって引き起こされた人新世の時代の、破壊絶滅というのがあります。マラブ先生のこの、考え方、哲学というのはこのどちらの側に位置づけられるものなんでしょうか。現代思想で絶滅特集がすでに2015年に、ありまして、レイ・ブラシエ、ユージン・サッカー、トム・コーエンなどがのテクストが翻訳されています。シュロン・マサヤで千葉雅也さんが冒頭の見談の中でメイヤスとマラブを弾いてるんですね。で千葉さんの解釈では、マラブさんが言うような仮想的な変化というのは進化論的なパラダイムの中の、少しずつの変化ではないだろうか。突然全てが寸断されて全てが終わってしまうような変化ではないんじゃないか。Voilà. Merci. Merci beaucoup, Luigi, pour ces questions. Ta question la première question m'a fait penser à un film japonais que j'ai vu récemment, de Hamaguchi, qui s'appelle Le mal n'existe pas. Je ne sais pas comment c'est traduit en japonais, je ne sais pas quel est le titre. C'est un film extraordinaire, vous l'avez peut-être vu, hein. C'est un film extraordinaire c'est une forêt très belle, qui menace d'être détruite, ou du moins très abîmée par l'installation de nouveaux immeubles, et donc qui est menacée. Donc il est question d'extinction. Les constructeurs de ces immeubles se laissent convaincre du danger de leur tentative et décident de sauver la forêt. Mais à la fin, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un meurtre, on ne sait pas si c'est le gardien de la forêt qui a tué les constructeurs,
si c'est un rêve, on ne sait pas ce qui se passe à la fin de ce film. Et je voudrais répondre à Yuji à sa question. Est-ce qu'il y a de l'espoir? On ne sait pas. C'est exactement comme la fin de ce film. Personne ne sait comment ça finira. La crise écologique, personne ne sait comment ça finira. Si ça s'arrangera un jour ou si ça ne s'arrangera pas. Et donc, moi, je ne suis pas là pour donner de l'espoir. Je suis là pour tenter d'accepter le fait qu'on ne sait pas comment ça finira. Et pour répondre plus précisément à la question sur la plasticité, c'est vrai que la plasticité, je la pense comme un mouvement contradictoire qui unit deux tendances, l'une qui est constructrice, la plasticité dit la formation, la création, etc., et destructrice, c'est-à-dire l'explosion. En français, le plastique, c'est un explosif. Et non, Yuji, la destruction, moi je la pense comme radicale. Il n'y a rien de positif dans la plasticité destructrice. Dans les nouveaux PC, j'ai parlé de la destruction du cerveau, dans la maladie d'Alzheimer, j'ai parlé des explosions, des attentats, donc non, je crois que moi ce que j'essaye de penser, c'est cette coïncidence entre la construction et la destruction. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et la destruction, elle peut être radicale. 要するにナンシーとナンシーさんのパティエさんのラインで2つに分けられたのが分かるんですが、もう一つのラインとしてやはりベルグソンからスピノザ・ベルグソンからドゥルーズにつながってくるある種のビタリズムの系譜があって、でそれはやっぱり現代においてもそれこそ亡くなられたブルーノ・ラトゥールだとかリーガーだからダナハロウェイだとか、そういうエコロジーですよねを中心とする人たちの間に根強いと思うんですよね。でここら辺のラインはおそらくハイデガーの死っていう概念とも反対するし、死とは別の性の考え方を強く押し出していると思うんですが、そういった論者からして、要するに X34 っていう話はどうなるんだろうかっていうのが第一の質問です。で第二の質問は、これはもう皆さんもあれでしょうが日本人は基本的に火葬されるし火葬されることに対しておそらく何も思っていないわけですよね現在の我々は。でこれはもちろんそれだけだと単に比較的なというか文化的な水準の問いにしかなりえませんが例えば我々キリスト教において、最後の審判の時に身体が復活するので、火葬に問題があるとか、それは知識のレベルでは持ってるわけですがそういったような、哲学的および何て言うんでしょうかね思考的なレベルでこの、火葬っていう問題あるいは、デリタが言ってる肺ですよね肺の問題っていうのを、ちょっと日本の文化と考えてどのようにお考えしようかということで。Merci beaucoup de ces deux très belles questions. Alors comment est-ce que Bergson, Deleuze et Haraway pensent l'extinction? Ça c'est un petit peu... leur pensée est très complexe à ce sujet, parce que en fait leur problème c'est de savoir comment penser l'extinction. Et ce qu'ils critiquent, c'est une certaine pensée de l'extinction qui précisément ne la pense pas. J'arrête là, je continue. Ouais. Par exemple, Bergson critique le traitement uniquement scientifique de l'extinction. Il dit on n'en fait pas un problème ontologique, on en fait un problème scientifique, et donc on ne la pense pas. Deleuze dit que... il dit un peu la même chose, Deleuze. Il dit que l'extinction est un phénomène qu'on laisse aux biologistes, aux psychanalystes, etc. Mais on ne pense pas à l'extinction ontologiquement et on ne la pense pas au niveau du vécu. On ne la pense pas au niveau subjectif. Et enfin, Donna Haraway a une perspective très intéressante. Elle dit, pareil, le problème dans la pensée scientifique de l'extinction, c'est qu'elle est anthropomorphique,
on oppose toujours l'homme et les animaux. Elle est centrée sur les hommes, l'homme par rapport à la femme, etc. etc. C'est-à-dire que pour Haraway, la science, elle aussi, en quelque sorte, tue l'extinction. Pour les trois, je dirais que c'est ça. C'est-à-dire que l'extinction s'éteint à cause de la façon dont on la pense. Et pour l'incinération, alors je ne connais pas la tradition japonaise très bien, mais en Europe, c'est un phénomène assez nouveau, hein, que les morts soient brûlés. C'est assez nouveau et c'est maintenant pratiquement universel, c'est-à-dire que tout le monde veut ça. Et à la différence du Japon, en Europe, nous n'avons pas de rite, c'est-à-dire la personne est incinérée, ses cendres sont dans une urne, soit on répand les cendres, ou on les met dans un cimetière pour les cendres, mais c'est fini après. Il n'y a plus aucun rite. C'est une extinction, vraiment. じゃあので、ちょっとちょっと具にもつかないような質問かもしれないんですけれど、檜垣先生が提示なさった性の哲学、積論の、系譜に加えて死の欲動に関してもやはり、こちらハイデガーの、このクイリタースとクオリタースの、区別に基づいてなされているのは、十分わかるんですが、死の欲動に関していかがお考えなのかという点でございます。やはり、死の欲動は、絶滅、ね、物質的なものの回帰ね、il s'agit du retour à l'état donc ça concerne l'extension, je pense. 無機的なものの回帰があるいは、死の欲動とね絡み合う性の欲動が、エロティスムの関わりますし、なんといってもやはり、戦争はなぜ等々でアインシュタインとフロイトの間で交わされた、往復書簡でもやはりこの戦争関係してますので、この今回ガザであるとか、ウクライナ等々で行われていることに関してもやっぱり死の欲動が関わってくるのかなと思うので、マラブ先生に、一度この死の欲動についてこの図式の中でどう考えるかということに関してお伺いいたしました。はい、Merci beaucoup, c'est une question très importante. Donc, je n'ai pas parlé de Freud dans cette conférence parce que, pour des raisons de temps, mais vous avez raison, c'est une troisième généalogie qui aurait eu tout à fait sa place dans cette affaire. Si je ne l'ai pas fait, c'est aussi parce que Freud ne situe pas les enjeux au niveau ontologique. Mais bon, je dirais que sur cette question, la pulsion de mort, Freud, dans Malaise dans la culture, son livre Malaise dans la culture, est un peu comme ce cinéaste japonais dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire qu'il nous explique que la société est là, ce qu'il appelle la culture est là pour réprimer la pulsion de mort, pour essayer de la diminuer, parce que sinon, dit-il, l'humanité se détruirait elle-même. Effectivement, la pulsion de mort est une pulsion d'extinction. Et donc Freud explique que le rôle de la culture, c'est vraiment de faire baisser l'énergie de cette pulsion de mort. Mais, à la fin, la conclusion c'est exactement comme dans ce film, on ne sait pas ce qui va se passer. Freud dit, on ne sait pas si la société, si la culture finira par vraiment faire diminuer la pulsion de mort, ou au contraire si elle va échouer. Donc Freud a cette conclusion très angoissante d'une certaine façon, qui est « je ne sais pas, nous ne savons pas comment ça finira ». Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Et j'étais très impressionnée par cet élargissement du domaine du design à la planète et par cette image d'une fin définitive, radicale de la vie, non seulement peut-être de notre espèce, mais même de la vie elle-même. Et vous avez rappelé vous-même, après la question de Yuji Nishimura,
que dans votre idée de plasticité, il y a quand même une union de destruction et de création. Et que reste-t-il? Comment c'est possible que la destruction l'emporte sur la création? Que reste-t-il de la création dans votre lecture? Merci infiniment de votre question qui est très importante, évidemment. Alors, je dirais deux choses. D'une part, que je crois que prendre au sérieux la possibilité d'une destruction absolue de la vie est la seule façon de pouvoir la sauver. C'est-à-dire que la dénégation de la crise écologique que l'on voit chez Trump, par exemple, ou chez beaucoup de politiques, qui continuent à nous dire que tout va bien, que pas du tout, voilà, est plus dangereux et plus désespérant que la conscience de la situation. Et ouvre des manières cette prise de conscience ouvre des manières de lutte. Il y a énormément de luttes politiques, d'associations, de groupes, de militants qui se battent pour sauver la vie. Mais à partir du constat du danger. Donc ça, c'est la première chose que je veux vous dire, puis je vous dirai autre chose après. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, et ça aussi c'est un enjeu politique très important, c'est le rôle de l'intelligence artificielle. Il est clair que la vie, à un moment ou à un autre, deviendra artificielle. Tout dépend, là encore, de comment on voit ça politiquement. Vous voyez, d'un côté, Elon Musk, qui dit la seule solution, c'est de partir sur Mars et de nous transformer en post-humains, etc. Donc d'intégrer l'artifice dans la vie de manière complètement capitaliste, etc. Et au contraire, il peut y avoir un mouvement d'émancipation par l'intelligence artificielle qui est encore à inventer. Mais à mon avis, la question de la vie artificielle est au centre du problème. Et de qu'est-ce qu'on va en faire?っていうテーマは世界の終わりというテーマは違うものだと思われていて、そのことが、例えばリオタールが太陽系の終わりみたいについて語ったのとは違った仕方で、マラブーさんに、死の思想っていったパースペクティブを練り上げさせているように見えている。でこれはアガンベンが提示したような超越と内在の図式をある種変形するような仕方に僕には見えていて、というのも、内在と超越を比較する場合には、内在の終わりについて語ることが必要になると思われるんだけども、内在の終わりっていったこととここで言われているイングジスタンスのは違う単位になっているからです。なのでもうこのエコロジカルっていったもののサイズ感について、お話が聞きたい。これが1点目です。でもう一つは、最後に、幻想の問題っていうのを提示されていて、これについても少し聞きたい。でなぜかというと、マルブさんは、ハイデガーについて、の書物だとかさまざまな場所でむしろ幻想っていったことを中心に議論を組み立てている節があって、ここでも私にはエクステンクションという絶滅っていったテーマ以上にむしろ絶滅という幻想について変形させるっていうことが、マルブさんにとっての問いではないかと思ったからです。はい。En français, oui, merci beaucoup. Comme vous avez pu voir, je remets en question un certain nombre de distinctions philosophiques. Donc, par exemple, dans ma conférence, la distinction entre existence et vie. Et du coup, je vais remettre aussi en question la différence entre, on va dire, la Terre et le monde. Pour moi, l'ontologie, y compris contemporaine, fait trop de distinctions de ce type entre une condition qui serait finalement réservée aux humains,
Comme vous savez, Heidegger dit que l'animal est pauvre en monde, la pierre n'a pas de monde, l'animal est pauvre en monde, seul le Dasein humain a un monde. Pour moi, ces choses-là, ces distinctions-là ne sont plus possibles. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le Dasein humain et tous les autres étangs. Il n'y a pas de différence entre le monde, qui est un concept ontologique, et la Terre. Et quand on parle de crise écologique, ça ne me dérange pas du tout de dire qu'on parle aussi de la fin du monde. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Je refuse ce genre de distinction, comme s'il y avait, si vous voulez, quelque chose d'authentique. Le monde, le Dasein humain, et quelque chose d'inauthentique, qui serait la biologie, le vivant, la Terre. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et enfin, la deuxième partie de la question sur le fantasme. Alors, dans le Change Heidegger, je n'ai pas parlé de fantasme, j'ai parlé de fantastique. Fantastique, c'est-à-dire la science-fiction, hein, c'est-à-dire l'imagination de ce qui peut arriver. Et là, ça nous renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il n'est pas possible de faire de la philosophie d'une manière ou d'une autre sans à un moment emprunter à la science-fiction, quoi, sans construire quelque chose comme alors on peut appeler ça un fantasme, mais disons un scénario utopique ou fantastique. おできになります。はい、つまりデリダは終焉という意味で死を理解することに反対していると思う。例えば神の死とかあるいは人間の死とかを話す時にはもう神について何も話さなくていいとかあるいはもう人間について何も話さなくていいとかそういう意味じゃなくてむしろデリダにとって大事なのはモノ作業である。つまり終わりなき死について考える常に死について考えることが大事だとデリダは思っていると僕は思っている。だからけれども絶滅について何かを話すときにはすぐにそれが人間の終焉だとかあるいはそれが歴史の終焉だとかそういうふうに連想するだと思うので、だからデリダ的な意味で絶滅を語ることは可能でしょうかというのが僕の質問でした。はい。Merci beaucoup, question très intéressante. Mais Derrida, il y a deux Derrida dans un. D'un côté, vous avez raison, il y a le Derrida qui dit que l'extinction ou la mort n'est pas la fin et qu'il y a un processus de deuil, comme vous avez dit, et qu'il y a quelque chose qui reste, hein, the remainder est très important dans un livre comme Glas par exemple, il y a toujours quelque chose qui reste. Bien, bon, ça oui, premier Derrida. Mais le deuxième, c'est quelqu'un qui nous dit que le deuil est impossible, donc il n'y a pas de processus de deuil. C'est quelqu'un qui nous dit que la destruction est radicale. Il parle de la destruction sans reste de l'archive. C'est quelqu'un qui nous dit que c'est son dialogue avec Hegel, qu'il n'y a pas de dialectique possible, que la destruction absolue est non seulement possible mais quasiment certaine. Et déjà dans le premier livre, la discussion avec Husserl, dans l'origine de la géométrie, il critique Husserl, qui dit que Husserl dit les mathématiques ne mourront jamais. La géométrie se transmettra de génération en génération et l'humanité ne mourra pas parce que la science ne mourra pas. Parce que le sens de la géométrie se transmettra. Et Derrida, qui a 30 ans à l'époque, très jeune, dit c'est pas vrai. La science peut mourir et tout peut mourir. Donc, il y a vraiment deux Derrida en un. まず私の問いなんですけれども、質問なんですけれども、種の思想をめぐるフランス哲学の中で、ポストコロニアルの問いの場所っていうのはあるかどうかというそういう質問です。で、それについて私が思い出して私にその問いをさせた2つのことについて今から述べます。
まず1つ目はアイトン・クレナキという昨年から私がその紹介に関わっているブラジルの思想家に関してです。である一つの部族の言葉が奪われた場合、それはフランス語でエピステメシッドっていうふうに言うんですけど、認識上の殺害みたいな意味なんですけど、それは一つの世界のエクスタンション、消滅っていう絶滅っていう言えると思います。あともう一つは、私が渡名喜さんとあと垣内さんという家しくは分かりませんけど一緒に本を訳したフランスの哲学者の方です。フランスじゃないんですけどルイサ・マンスさんの本の「ソドム」っていう本があるんですけど、そのソドム聖書の話の中では、神がソドムを燃やすんですよね、火で。でそこから逃げていく時にそれを振り返って燃えている街を見ようとすると、それ見た人は石になってしまうんですね。でそれからルイサ・マンスさんに私がインタビューした時に、最初の記憶、生まれて最初の記憶は何ですかって言った時に、反フランキストの、共和主義者がサラマンさんの成果を、燃やしたってそういう日の記憶だと言ってるんですね。でサラマンさんのお仕事は非常に植民地主義に関わるお仕事が多くて、ポストコロニアルの思想家たちとも友人でした。Merci beaucoup, c'est aussi une question évidemment magnifique. Bien sûr que j'aurais dû, dans la conférence, j'y ai bien pensé, faire droit à cette question postcoloniale, la disparition des langues, mais aussi le problème de l'esclavage et toute la pensée afro-pessimiste de l'esclavage comme un processus de destruction et d'extinction qui continue. L'afro-pessimisme affirme que l'esclavage n'a jamais cessé et que être noir aujourd'hui, aux États-Unis en particulier, c'est être mort. C'est être en voie d'extinction. Donc bien sûr, il aurait fallu que j'en parle et je vous remercie beaucoup. Oui, en France, il y a pas mal de nouveaux courants qui s'intéressent à ça, bien évidemment, que ce soit la pensée de l'Algérie, l'Algérie française et comment, la négation du colonialisme français, ce qui se passe aussi dans les îles, aux Antilles. Oui, bien sûr, la question coloniale est omniprésente. Mais merci de la référence à Salam Olin, parce que je dois vous avouer que je connaissais son nom, mais je ne savais pas du tout qu'il était dans cette mouvance. Donc merci beaucoup, je vais le lire. C'est vrai. 最初に西山先生が最後の方でお聞きしてたことがすごく面白かったので、もう一回改めてお聞きしたいと思います。破壊的可塑性と絶滅についてですね。で特にその連続的か非連続的かっていう観点で、お聞きしたいと思います。その破壊的可塑性っていうのはその流れを切断するものだと思うんですね。マラゴル先生の偶発時の存在論の中で、例として老いが挙げられていて、その老いっていうのはその普通連続的にゆっくり年取っていくことだと思われるかもしれないけど、急に老いるっていうその切断的に老いが到来するんだっていうそういうお話があったと思います。なので破壊的可塑性っていうのはそういう流れを切るっていう側面があるのかなと思います。で他方で今回ご発表いただいた絶滅はむしろ何か連続的な過程として描かれていたかと思います。そのアンボア・デックスタンシオンっていう表現にあるように、そのあらゆる存在者が絶滅しつつあるっていうそういう過程としての絶滅として描かれていたと思います。人間の活動が原因となって今まさに気候危機が進行していて、あらゆる存在者が絶滅の危機に瀕しているみたいなそういうお話だったかなと思います。そういう連続的な絶滅ではなく、その切断的にやってくる絶滅ってことは考えられないのかなということをお聞きしたいです。その現在想定される危機とは全く無関係に突如やってくるようなそういう絶滅について、どのようにお考えになるかってことですね。例えば突然ガンマ線バーストが地球にぶつかって我々が、起こしている気候危機とは全く無関係に突然絶滅しちゃうってこともあるだろうし、あるいはメイヤスが言うような仕方で突然自然法則が別様になってしまって今いる生命はもう全部いなくなっちゃうってことがあるかもしれないわけですね。なんかそういう、道としての、ボアとしての絶滅ではなく、道の急なこの切断のような仕方で崖のような仕方で
断絶的に突然到来するような絶滅、そういったものはなんかこう破壊的可塑性とつながるような気がするんですが、そういった点についてどうお考えになるかお聞きしたいです。Je vais essayer de répondre, parce que c'est une question très, très compliquée. Donc, tout à l'heure, Yuji faisait référence à l'interprétation de Masaya, en disant que ma philosophie, pour aller vite, était plutôt évolutionniste, et donc, effectivement, privilégier la continuité sur la discontinuité, en gros. Donc effectivement, Ieyasu, à l'inverse, a une vision de l'extinction comme possibilité pour le monde de changer à tout instant. Voilà ce qu'il dit, de changer à tout moment, contingence radicale. Et effectivement, moi, on me reproche souvent d'être dans une compréhension plus biologique des choses, où l'extinction fait partie d'une évolution naturelle, d'un processus continu. Alors d'une part, j'ai essayé de montrer dans un livre, le livre que j'ai écrit sur Kant, que Ieyasu est incapable de démontrer l'idée que le monde peut changer à tout moment. Il est incapable de donner un exemple de contingence radicale. Donc je ne crois pas du tout à cette histoire. Et deuxièmement, la destruction, pour moi, la continuité, si vous voulez, c'est un petit peu ce que je répondais tout à l'heure, la continuité est toujours discontinue. Moi je ne fais pas de différence entre les deux. Dans ce qui est graduel, il y a toujours en même temps des sauts. Et dans les sauts, il y a de la continuité. Je veux dire, la question de l'évolution biologique est très très difficile à comprendre. Par exemple, l'extinction des volcans, c'est naturel, et en même temps c'est incompréhensible. Ouais. L'extinction naturelle d'une espèce, à un moment, il y a des oiseaux qui disparaissent, ils n'ont pas été tués, c'est pas l'homme, etc. C'est l'espèce qui s'éteint d'elle-même, c'est incompréhensible. Vous voyez ? Donc il y a toujours de la discontinuité dans la continuité. Et me faire le procès du fait que je sois dans cette pensée de l'évolution et tout, c'est un mauvais procès, parce que l'évolution biologique est une des choses les plus difficiles à comprendre qui soit, et qui mêle toujours la contingence et la nécessité. Est-ce que ça va aller ? じゃあ、本日ちょうどお時間になりましたので、ここで締めたいと思います。じゃあ最後にまた真鍋先生拍手をお願いします。じゃあ、メッセージ